Bonjour tout le monde, merci d'être ici ce matin. Je m'appelle Marie-Josée Naud, j'utilise le pronom « elle » et puis je suis coordonnatrice adjointe au Centre d'études nordiques. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux questions d'équité, diversité et inclusion dans le monde de la recherche, mais c'est vraiment depuis les 2 dernières années que j'ai eu des mandats plus spécifiques pour adresser ces défis-là dans les différents contrats de recherche. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de parler d'inclusion avec vous. C'est quoi le plan pour aujourd'hui? Je voulais faire une brève introduction de quelques concepts clés. Moi, aujourd'hui, je voulais qu'on focus sur les bonnes pratiques en matière d'inclusion, mais c'est sûr qu'il faut revoir quelques concepts avant cela. Et puis, donc, c'est ça la première partie, plus intro. La deuxième, c'est le cœur de la discussion, qui est la réflexion sur le cas particulier du milieu de la recherche nordique. Et puis, comment on peut faire les bonnes pratiques d'inclusion pour améliorer le sentiment d'appartenance, le bien-être des gens avec qui on travaille et dans le fond, l'inclusion, la culture d'inclusion dans notre vie. Il y a 2 valeurs que j'aimerais qui soient présentes là, tout le long de notre présentation, notre réflexion, que la bienveillance, là, je voudrais que tout le long de la présentation, on soit bienveillant dans nos interactions. Puis l'autre, je vais vous le faire jouer. Vous me direz si vous entendez. Faites-moi une petite main levée ou un petit pouce si vous entendez arrêtant. Vous pouvez danser, surtout qu'on ne vous voit pas. Parfait. OK, donc c'est important que pendant les échanges sur des sujets comme ça, surtout, mais toujours en général, qu'on s'assure de respecter tout ce que les gens peuvent amener sur le plancher de discussion. Donc, on repart. Ici, on est rendu autour de Zoom. Fait qu'on ne peut pas faire de tour de table, malheureusement. Donc, ça me tentait qu'on utilise le chat pour se présenter un peu. Rapidement, là, ce que je voulais qu'on mette dans le chat en ce moment, c'est votre prénom si ça vous tente. Bon, la plupart du monde, on le voit déjà, mais mettez votre prénom, le pronom que vous utilisez, donc que ce soit les traditionnels « il » ou « il » ou un pronom plus inclusif pour les personnes qui préfèrent ça, comme « ul », « yel ». Dites-nous lequel vous préférez. Et puis ensuite, un mot pour décrire votre feeling de maintenant. Donc, pas nécessairement par rapport à notre discussion, mais comment vous êtes levé ce matin? Fâché parce que c'est encore blanc partout, content parce que le soleil est sorti, anxieux parce que vous avez une grosse rencontre après, n'importe quoi. Là, faites juste partager ça. C'est une espèce de pratique pour laisser en dehors nos émotions qui n'ont pas d'affaire avec l'espace de partage dans lequel on est. Puis là, on peut rentrer dans cet espace-là d'une manière fraîche. Vous avez l'air de bien filer. En général, c'est sûr qu'avec le soleil comme ça aide. C'est juste dans la graisse de vigne. Bienvenue tout le monde. Je voulais aussi faire une reconnaissance de territoire. Puis rapidement, je voulais soulever le fait que la pratique de la reconnaissance de territoire n'est pas unanime. Il y a des personnes, certaines personnes dans les communautés, certaines nations qui sont plutôt contre cette pratique-là parce qu'ils disent que c'est hypocrite ou un peu vide de sens, dans le sens qu'on peut faire la reconnaissance, dire voici les terres non cédées d'eux, mais après ça, qu'aucune de nos actions aide les luttes autochtones, qu'on ne démolit pas le système colonialiste dans lequel on vit puis on participe. Donc, certaines personnes n'aiment pas cette pratique-là pour cette raison. Par contre, d'autres disent que c'est une bonne manière de parler de l'histoire et de la culture autochtone aux allochtones. Donc, moi, j'avais cet objectif-là en le faisant aujourd'hui, mais je me suis assurée auprès des communautés qu'ils et elles étaient en accord avec cette pratique-là. Donc, ici à Rimouski, où j'ai préparé le webinaire, je reconnais les nations Wolastoqiyik et Mi'kmaq comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles le webinaire a été préparé. Donc, j'ai vraiment communiqué avec les 2 communautés pour m'assurer qu'ils étaient d'accord avec ça.
Puis, je voulais vous parler de un site qui s'appelle nativeland.ca. Sur ce site-là, c'est ça, vous voyez, là, quand on zoome out, il y a des parties du monde en particulier, là, surtout l'Amérique du Nord, que ça concentre, mais il y a aussi les nations autochtones en Australie et un petit peu ailleurs au monde. Mais vous pouvez donc zoomer sur la zone d'intérêt puis voir les territoires ancestrales des différentes nations. Donc, c'est super intéressant. Il y a vraiment un warning là, quand on utilise ça, par exemple, même des gens qui ont fait développer ce site-là, c'est de faire attention d'utiliser ça avec un sens critique. Juste la notion de carte, puis la notion de propriété de territoire, puis de frontières, puis de limite, une notion qui est très eurocentrée. Donc, on essaie d'utiliser ça comme un outil pour nous comprendre dans notre langage quelque chose qui appartient aux cultures autochtones, mais donc, prenez pas pour du cash, comme on dit, d'aller voir où vous venez, vous, puis de dire, bon, bien, tout le monde est d'accord que la limite, elle s'arrête à telle place. Par exemple, ici, là, sur le territoire de Rimouski, bien, le territoire, les réclamations territoriales des Wolas-Togouye qui va jusqu'à la rivière Métis, mais les Micmacs, eux, disent que ça va au-delà de ça, puis il n'y a pas nécessairement d'accord entre les nations sur ces choses-là. Fait qu'il faut regarder ça de manière critique, puis s'informer. Mais s'il y en a de vous qui veulent aller jouer un peu sur la carte, puis nous dire quelles nations sont présentes ou étaient présentes sur le territoire qu'ils habitent maintenant, bien, vous êtes bienvenus à aller jouer un peu. Vous pouvez le faire plus tard quand ça vous va. Bon, donc je voulais qu'on revise un peu quelques concepts que vous connaissez sans doute déjà, mais des fois, il y a un peu de confusion. Entre autres, j'aimerais ça qu'on discute de la diversité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la diversité? S'il y en a parmi vous qui veulent mettre dans le chat des choses qui font partie de notre diversité dans un groupe, par exemple. Donc, les langues, c'est bon. Personnes d'origine différente. L'âge, en effet. Les classes sociales. D'autres idées? Croyances religieuses, oui, le genre, le sexe, l'orientation sexuelle. Bon, toutes ces choses-là, ça peut faire partie de la diversité. Quand on assemble un groupe de personnes, c'est toujours riche quand il y a plusieurs personnes qui proviennent de toutes ces diversités-là. Donc, on entend ça par le terme diversité. Les termes égalité et équité, dans ce cas-ci, il y a encore des gens qui confondent un peu les deux, qui ne comprennent pas vraiment la différence. Est-ce que quelqu'un voudrait s'avancer sur une définition ou une manière de définir la différence? Je vous laisse un peu réfléchir. C'est quoi la différence entre égalité et équité? Non, personne ne veut s'avancer? Bon, bien. OK, l'équité, le moyen, l'égalité, le but. Oui, OK. Je vais vous montrer cette petite figure-là. Je trouve qu'elle explique bien. Donc, dans le fond, égalité, ça voudrait dire que toutes les personnes, on donne la même chose à tout le monde. Donc, vous voyez dans la première petite image en haut ici, il y a une partie de baseball derrière une barrière, et puis on dit à tout le monde, voici une caisse de bois, vous pouvez grimper là-dessus pour mieux voir la partie. Mais on se rend compte qu'avec une chance égale, ça ne marche pas pour tout le monde. À côté, l'équité, ça serait de répartir les moyens pour que tout le monde puisse avoir une meilleure vue sur ce qui se passe. Donc, la différence entre équité et égalité est très importante. C'est vraiment important de parler du concept d'équité parce qu'on ne part pas tous de la même place et on n'a pas tous les mêmes moyens. Encore mieux que l'équité en donnant plus de caisses à la personne la plus petite, c'est d'enlever la barrière complètement qui est le mieux. Fait qu'on essaie de travailler à enlever les barrières que les gens ont devant eux. Et puis, le concept d'inclusion, ce qu'on appelle libération ici, mais qu'on n'utilise pas trop souvent comme terme. L'inclusion, au contraire, mais là, c'est vraiment où on crée un sentiment d'appartenance, qu'il y a un effet de groupe. Donc, par ici, vous voyez les petits costumes mauves aux couleurs de l'équipe de baseball. Puis les gens qui se sentent vraiment inclus, il n'y a plus de barrière. Tout le monde peut apprécier le match. Il y a aussi ce petit comique-là que vous avez peut-être déjà vu avant, le monsieur qui dit « For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. » Et là, c'est sûr que
Il y en a qui vont avoir plus de misère que d'autres. Le petit singe, il y a un sourire parce que lui, il sait que ça va aller bien pour lui, mais il y en a d'autres qui vont pas pouvoir passer le test. Ensuite de ça, je voulais qu'on regarde les concepts de biais inconscients et de microagressions. Donc, les biais inconscients, c'est vraiment des stéréotypes sociaux qu'on donne à certains groupes, mais de manière automatique. Notre cerveau produit le stéréotype sans vraiment qu'on s'en rende compte, à notre insu. Et puis, ça peut être très dommageable dans nos relations personnelles, nos relations de travail. Puis, ça va même souvent à l'encontre de ce qu'on croit, de nos propres valeurs. Donc, on peut se dire absolument pas raciste, mais on peut quand même avoir des biais inconscients contre les personnes racisées. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut apprendre à les connaître. Il y a des super tests en ligne que vous pouvez faire pour voir un peu si vous en avez, mais tout le monde en a, mais voir lesquels vous avez et à quel degré. Puis, une fois qu'on sait qu'on les a, on peut vraiment tout le temps faire un frein avant de prendre une décision ou de réfléchir vraiment à pourquoi on a pris telle décision. Est-ce que c'était vraiment sans biais ou il y a eu une influence de ces stéréotypes-là qui sont entre autres causés par la société dans laquelle on vit ou nos expériences personnelles. Il y en a vraiment beaucoup des biais, comme par exemple le biais d'affinité, qui est notre tendance à choisir des gens qui nous ressemblent dans nos groupes ou même quand on choisit des gens pour travailler avec nous et tout ça. Puis il y en a vraiment plusieurs. Fait que je ne sais pas s'il y en a certaines personnes qui voudraient en ajouter dans le chat. Et José qui a répondu valeurs, croyances, biais d'assimilation. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Vous regarderez ça, c'est vraiment impressionnant quand on pense qu'on n'est pas trop affecté par ça, de se rendre compte à quel point on en a beaucoup. Fait que, ensuite, la deuxième chose que je voulais vous parler sur cette diapo-ci, c'était les microagressions. Là, je vais vous lire un peu cette définition-là parce que je la rate, je trouve que c'est important. Donc, une microagression, c'est une discrimination indirecte, subtile, qui est souvent involontaire, mais pas toujours involontaire. Qui est à l'encontre des membres d'un groupe marginalisé. Donc, c'est des petites choses dans la vie de tous les jours qu'on pense qui ne sont pas tellement importantes, mais que quand on est dans le receiving end, quand c'est nous qui se fait micro-agresser, bien, ça s'accumule, ça peut créer vraiment des problèmes psychologiques intenses, ça peut créer beaucoup de blocs, beaucoup de barrières dans son développement personnel, sa carrière. C'est un peu comme, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des tests d'allergie. Ils font une petite scratch sur le dos ou sur le bras, puis là, ils testent différentes allergènes. Juste une petite scratch comme ça, c'est correct, c'est pas si pire, mais après, ils commencent, il y en a 10, il y en a 20, ça commence à vraiment fatiguer. Et les microagressions, c'est vraiment comme ça. C'est quelque chose qui est, oui, supportable, qui ne va pas te tuer, qui ne va pas t'empêcher de faire rien en tant que tel, mais qu'à force d'accumulation, ça devient vraiment lourd. Quand on pense que à faire face à ça tous les jours, ça devient vraiment trop pour eux. Donc, c'est important de penser à ça parce que je pense que la plupart du monde en fait. Puis, on peut devenir plus à l'affût de ça, puis comme témoin ou comme personne, essayer d'éviter de les faire. Là, vous en avez quelques exemples ici sur la diapositive qui montrent, dans le cas des personnes racisées. Mais est-ce que certaines personnes aimeraient ça partager certaines microagressions? Ça peut être du sexisme, de l'agisme. En fait, Marie-Josée, on a une question dans le chat d'Isabelle Lorion qui demande quand on demande à une personne de minorité visible d'où elle vient par intérêt des origines, est-ce une microagression? Oui, c'est une bonne question, Isabelle, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire souvent. Puis ça, comme je disais, il y a beaucoup de microagressions qui sont involontaires. Dans un certain sens, oui, ça peut en être une. Je comprends qu'on peut se dire, on s'intéresse à d'où ils viennent, donc c'est important. Par contre, si une personne, par exemple, est d'origine ethnique différente, mais née au Québec, puis à chaque jour, elle se fait demander 5 fois d'où tu viens, bien, ça lui envoie comme un message, comme si elle n'était pas vraiment partie de la société dans laquelle on est. Fait qu'il y a comme un message en dessous qui n'est pas nécessairement accueillant.
Par contre, ça ne veut pas dire que dans certains échanges, à un moment donné, si on vient à connaître quelqu'un, puis il y a une entente, puis ça peut se faire sans que la personne se sente du tout agressée. Fait que c'est pas dans tous les cas que ça l'est, mais oui, ça pourrait, par exemple, l'être un cas comme ça. C'est un bon exemple. Est-ce que vous avez des exemples d'autres que vous voudriez partager? Ça peut être des trucs qui sont considérés des jokes comme les femmes ne sont pas bonnes au volant ou dire à quelqu'un tu parles donc bien français alors qu'ils sont nés ici. On va surveiller si vous avez des partages à faire. Le dernier concept que je voudrais voir avant qu'on rentre dans notre réflexion, c'est celui de l'intersectionnalité. C'est un terme qui a été utilisé la première fois par une chercheure américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui a vraiment utilisé le terme pour essayer de décrire la situation de personnes qui se trouvent à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression. Donc, par exemple, elle, le cas qu'elle décrivait, c'était une femme noire qui avait subi de la discrimination dans un contexte d'emploi. Puis là, la compagnie essayait de se défendre en disant « Mais non, on ne vous a pas discriminé, on a des femmes qui travaillent avec nous et on a des Noirs qui travaillent avec nous. » Puis, il y avait des femmes blanches qui travaillaient, par exemple, au secrétariat, des hommes noirs qui travaillaient comme techniciens dans la business. Et puis là, la femme essayait en cours de faire valoir le point que oui, vous avez des femmes, oui, vous avez des noirs, mais des femmes noires, là, c'est à l'intersection de deux systèmes d'oppression, celui du genre et celui de la race. Et puis, à ce moment-là, il n'y avait comme rien pour la protéger dans la juridiction. Donc, c'est de là qu'est née l'intersectionnalité. Une personne peut être à l'intersection de plein de systèmes d'oppression. Là, il y en a certains sur cette figure-là, mais ils ne sont pas tous là. Et puis, c'est important de comprendre la notion de privilège là-dedans. Dans un certain sens, on peut être privilégié par rapport à d'autres personnes, mais dans d'autres, on peut être dans la situation inverse, eux peuvent l'être. Donc, une personne, par exemple, noire, riche, pourrait être mieux dans certains cas qu'une personne blanche pauvre, mais dans certains autres cas, de toute façon, la personne blanche est mieux par rapport à ce que les biens conscients des gens ont vers les personnes noires. Donc, c'est très, très complexe. Puis la notion d'intersectionnalité est importante pour ça parce que ça illustre vraiment la complexité de l'intersection de toutes ces forces-là. Et puis, quand on utilise une approche intersectionnelle, on essaie d'être vraiment conscient de la dynamique personnelle. Pour chaque personne, l'expérience est différente. Puis, on ne peut pas dire qu'une lutte, disons une lutte féministe, ça va inclure tout le monde si on ne s'assure pas que ça soit intersectionnel. Donc, c'est un concept vraiment important à garder en tête quand on essaie de faire avancer les luttes. Qu'est-ce que ça inclut tout? C'est sûr qu'après ça, on peut se concentrer sur des choses qui nous touchent, nous, particulièrement, mais d'avoir toujours être attentif au fait que certaines choses peuvent être vécues de manière différente par plusieurs personnes selon leur expérience et leur appartenance à différents groupes marginalisés. Je vais juste déplacer ma petite fenêtre ici pour mieux voir ce que je vous dis. Donc, là, si on tombe dans le côté plus recherche nordique, je ne voulais pas vous faire une grosse présentation de données, comme quoi je pense que tout le monde ici qui est là présent aujourd'hui, vous venez du domaine de la recherche nordique, vous savez que la diversité n'est pas tout à fait là. Je peux vous montrer, par exemple, ça, c'est les données là, pour le Centre d'études nordiques. Donc, pourcentage de représentation des femmes qui sont les barres noires et des hommes en gris. Ça, c'est des données vraiment de cette année là, dans nos membres. On avait juste les catégories femmes-hommes. Maintenant, on a modifié ça pour ajouter non-binaire puis donner d'autres choix aux personnes qui ne se représentent pas par le système binaire. Mais disons qu'avant, c'est ça, les données qu'on avait. Fait que vous voyez qu'au niveau des études, la représentation est pas mal égale, mais aussitôt qu'on tombe dans la catégorie de chercheurs, membres, collaborateurs réguliers ou honoraires, là, il y a vraiment beaucoup moins de femmes. Ça, c'est pas un graphique qui est spécial. Toutes les tableaux que vous verrez comme ça de différents domaines scientifiques dans les universités, ça aurait l'air de ça. Donc là, j'aimerais ça que vous me disiez un peu ce que vous pensez que sont les particularités de notre milieu de recherche par rapport aux questions d'équité, diversité et inclusion. Donc,
c'est beau d'avoir ce discours-là, on peut l'avoir pour toutes les sphères de notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'il faut porter une attention particulière dans notre domaine? C'est quoi dans notre domaine qui fait que ça peut exacerber certaines barrières pour les personnes, ça peut rendre les choses un peu plus complexes, où il faut être attentif quand on pense à ces aspects-là. Donc, j'attends un peu vos idées. Vous pouvez en mettre en annoté aussi si vous avez envie d'écrire par-dessus la diapo. Là. Je vais vous montrer un peu là, comment ça marche en mettant un peu de texte. Travailler en contact avec les personnes de cultures différentes. On connaît mal leur culture, difficile d'interagir avec respect. Travail de proximité avec des gens de milieux différents. Les langues français, anglais, inuktitut. On travaille avec des communautés autochtones. On travaille avec des communautés des Premières Nations et ou Inuits avec qui on a des systèmes de valeurs différents. Milieux éloignés. Souvent, le travail de terrain peut être demandant physiquement et moralement. Le coût des déplacements, c'est vrai, c'est prohibitif. Soutien psychologique pas forcément disponible. Demande une préparation logistique importante. Mais il y a beaucoup d'idées. Donc, oui, la plupart des choses, vous les aviez soulevées. Là, une importante particularité, c'est... OK, là, on va voir mon annotage tout le long. C'est le milieu autochtone. C'est vraiment important qu'on se renseigne là-dessus. Je vais en parler un petit peu plus tantôt. Bon, le côté Boys Club, ça veut dire quoi, le Boys Club? Ça veut dire qu'on se parle entre nous, entre personnes qui se ressemblent, on se donne des conseils, on s'appuie, on se supporte. Puis ça fait qu'il y a du monde qui reste en marge, qui sont un peu différents de nous, puis ils n'entendent pas parler des bonnes opportunités, tout ça. Fait que ça, c'est un truc à challenger assez vigoureusement. Les conditions difficiles, comme on parlait, on parle de travailler souvent dans des milieux isolés, éloignés, pendant des longues périodes. Il fait froid, les conditions, disons, de vie sont assez rudimentaires. Donc là, si on pense à, par exemple, aux personnes en situation de handicap, tout ça, il y a beaucoup de barrières à ce niveau-là. Le contexte d'isolement social, si on se retrouve dans une équipe de 4-5 personnes pendant plusieurs semaines de temps, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelqu'un là qui va pouvoir nous donner du support quand on en a besoin. Il y a un manque d'intimité. Par exemple, une personne trans, une personne non-binaire, comment ils font quand c'est le temps de faire des choses. Ils ont besoin d'intimité. Il n'y a pas toujours de l'intimité pour se changer, pour se laver. Ça peut être une grosse barrière pour certaines personnes. Les attentes de performance sont élevées aussi dans ce contexte-là où c'est difficile physiquement, moralement, ça dure longtemps. On s'attend beaucoup. Tout le monde sait « Ah, moi, je suis capable de faire des longues journées. » On pense à, par exemple, dans le milieu arctique, il fait tout le temps clair, le monde travaillerait tout le temps, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de travailler tout le temps. Puis là, ça crée des attentes, puis des situations qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Ah oui, on l'avait dit, être productif 24 heures sur 7 à 200% de capacité. Exactement. Là, il y avait isolement. L'isolement peut mener à des abus. Et en effet, donc, en situation de discrimination, de harcèlement ou d'agression, si tu es loin de tout, tu ne peux pas juste te sauver et aller à la police quand tu es au milieu d'une île dans l'Arctique. Il y a aussi toutes les dynamiques de pouvoir qui sont en jeu, qui s'installent aussi de manière un peu insidieuse parce qu'on se recrée une petite société quand on est sur un bateau ensemble ou sur un lieu de terrain. Donc, il y a tout ça qui est particulier à notre milieu. On travaille dans les milieux autochtones sans que les habitants soient au courant de ce qu'on y fait. On travaille sur leur territoire. On dépend beaucoup des subventions gouvernementales. Puis on parlait d'humilité, adaptation, en effet, Josée. Je vais surveiller mon temps. Donc là, je voulais vraiment qu'on passe au côté plus positif. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a ces barrières-là, beaucoup de barrières qui sont générales au milieu académique, beaucoup de barrières qui sont générales à la société, quelques barrières qui sont propres à notre milieu, à notre domaine de recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
rendre notre milieu inclusif pour que les gens se sentent bien, soient en sécurité. Communication consciente. Écoute. Quelles sont vos suggestions? Ça peut être des affaires vraiment de très pratiques, pratico-pratiques, à des trucs plus philosophiques. De la préparation, de la sensibilisation à ces défis en amont, en effet. Communication, ouverture. Essayez de penser à des trucs pratico-pratiques aussi. Pep talk de groupe régulier, ça c'est super important en effet. Du mentorat. Oui, du mentorat, ça peut être fait de façon, de diverses façons, formelles, plus informelles, renversées. Un pep talk, c'est quoi? Bien, une petite manière de se remonter le moral, de se dire, allez, on continue, on se supporte, on se respecte. Fait qu'on peut faire ça de manière régulière sur le terrain, ramener à l'ordre un peu les gens quand ça commence à s'en aller un peu n'importe où. Nommer et discuter des situations dès qu'elles se présentent, c'est vrai, pas garder les choses pour nous. C'est pas le temps de faire mûrir des choses inconfortables. Prévoir des moments dans la journée pour que chacun puisse s'isoler et retrouver son intimité, si c'est possible, en effet. Surtout quand le terrain dure longtemps. Je vais en partager quelques-unes avec vous, mais n'hésitez pas à continuer d'en écrire. J'ai écrit charte de valeurs. Ça, c'est une idée qui vient d'un collègue qui a été repris par certains laboratoires ici. Donc, ici, c'est un exemple d'une charte, disons, qui a été faite pour un programme de formation foncée qui s'appelle BIOS 2, qui est calqué sur celle du chercheur Timothée Poisseau qui est dans son laboratoire. Donc, il y a un code de conduite avec des guides clairs sur le fait que, bon, des choses qui ne sont pas acceptées ici, il n'y a pas de tolérance pour le harcèlement, la discrimination, les microagressions. On a aussi tout un côté qui est faites attention à vous-même, puis faites attention aux autres, donnez de la valeur à toutes les contributions de tous les membres du groupe. Ça a l'air des genres de valeurs que oui, tout le monde pense ça, mais de se le rappeler, de faire en sorte que les gens signent ça quand ils entrent dans un espace de collaboration, de se rappeler ces points-là de manière régulière pendant qu'on est sur le terrain. Ça crée tout un espace accueillant. Si quelqu'un ensuite subit quelque chose, il va se dire, bien, on m'a rappelé vraiment récemment que ce n'était pas accepté ça, fait que je vais aller le dénoncer, je vais dire que je ne me sens pas bien. Ça ouvre la porte à beaucoup plus de communication. Donc, une petite charte comme ça peut être fait dans n'importe quelle occasion pour un terrain, pour un laboratoire de monde qui travaille ensemble. Ça peut être donné aux nouvelles personnes qui se joignent à nous. Ça peut être répété à ceux qui sont là depuis un bout de temps. Tout le monde peut participer, peut le faire varier selon ce qu'ils ont besoin. Fait que c'est vraiment une super pratique à faire, puis de remettre ça au-devant de tout le plus régulièrement possible, c'est vraiment important. Des gardiens et gardiennes du bien-être, c'est un peu le même concept, dans le sens où, avec une charte, tout le monde devient un peu gardien-gardienne du bien-être, mais des fois, il peut vraiment avoir des personnes qui sont attitrées à faire cette job-là dans un certain contexte. Ça pourrait être un rôle qui tourne, disons, sur un camp de terrain à quelque part. On se dit, bien, à chaque jour de la semaine, c'est une personne différente qui est la gardienne ou le gardien du bien-être. Et puis, cette personne-là, cette journée-là, doit vraiment juste faire attention de surveiller un peu comment tout le monde se comporte, surveiller comment les gens ont l'air de se sentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'attention particulière? Est-ce qu'il y a des jokes qu'on fait qui étaient drôles au début qui commencent à être plus drôles? Donc, on peut soit tout le monde se dire on le reste, puis en principe, c'est bien de le faire, mais quand on se fait donner le rôle d'une manière ciblée, puis dans un temps plus restreint, bien, on le prend vraiment plus au sérieux, on est plus attentif. Ça, c'est une chose qui peut être faite aussi. On peut afficher des signes et des symboles proactifs d'inclusion, comme par exemple ceux-ci qui sont allés à la conférence d'Arctic Net à Halifax l'année passée. On a vu, là, il y avait
des petites pins de Pride in Polar Research. Donc, en mettant des symboles comme ça, on met sur sa porte de bureau un article qui parle d'inclusion, on met un petit sticker dans notre labo qui dit « pas de microagression ici », des choses comme ça, mais ça montre vraiment que les gens se sentent tout de suite qu'ils ont le droit de dénoncer si quelque chose arrive, ils se sentent inclus, ils se sentent en sécurité. Une autre chose importante, c'est de budgéter pour l'accessibilité aux événements. Donc, s'assurer que quand on fait des événements, on garde une certaine portion de notre financement pour l'accessibilité, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, pour le langage des signes, par exemple, pour les personnes malentendantes. Il y a plein de postes budgétaires qui pourraient être inclus dans ce truc-là. C'est important de toujours garder ça en tête, s'assurer qu'avant l'événement, on se demande aux gens de quelle adaptation ils vont avoir besoin, puis être sûr d'avoir déjà du budget pour pouvoir les aider avec ça. Valider les savoirs expérientiels. Ça touche aussi beaucoup là, le savoir traditionnel, le savoir autochtone, mais ça peut être aussi des savoirs expérientiels de personnes de notre équipe qui sont allochtones. Il n'y a pas juste ce qu'on apprend dans les livres, ce qu'on apprend en faisant de la science européenne qui est une vérité. Il faut avoir un esprit ouvert, puis considérer toutes les manières d'apprendre, puis donner de la valeur, puis les mettre de l'avant aussi. Ça, c'est sûr que ça aide à l'inclusion. On s'assure de ne pas rester neutre quand on voit des situations de discrimination ou des microagressions. Il y a plusieurs manières d'intervenir. On essaie de ne pas être confrontant envers la personne qui a fait, surtout si c'est une microagression, parce que souvent c'est involontaire, mais on peut juste questionner ou peut-être dire « Ah, je ne questionne pas ton intention parce que je suis sûre que tu as une bonne intention, mais peut-être qu'en disant telle chose ou en faisant telle chose, tu peux faire sentir une personne comme ça ou ça peut envoyer tel autre message. Est-ce que tu as réfléchi à ça? » En ne restant pas neutre, tout le monde comme témoin, et nous, en se jugeant nous-mêmes sur les choses qu'on dit, mais on s'assure que la responsabilité ne vient pas toute sur les épaules de la personne qui se sent micro-agressée, de toujours dire « Ah, mais là, je me suis sentie comme ça. Hein? » Parce que des fois, ils font juste arrêter parce que c'est trop demandant émotionnellement de toujours éduquer les gens alentour d'eux. Fait que nous, si on le fait aussi pour les personnes des groupes marginalisés, bien, on leur enlève un peu du fardeau. On essaie de ne pas rester neutre face à ça, parce que si on reste neutre, c'est un peu comme si on acquiesçait ou on considérait que c'était correct de faire ça. Apprendre à connaître ses biens conscients, ça c'est un peu là, ce que vous disiez dans la partie de formation. On peut il y a des formations en ligne sur les biens conscients, il y a des tests pour voir quels sont nos biens conscients. On peut lire là-dessus, on peut partager avec des gens. Puis une fois qu'on sait qu'on les a, puis lesquels on a ou lesquels on pense peut-être avoir, c'est beaucoup plus facile de toujours re-questionner une deuxième fois les actions puis les décisions qu'on prend en se disant « Est-ce que j'ai vraiment fait ça pour la bonne raison? » Puis on peut s'aider entre nous comme ça. Fait que ça, c'est une autre manière qu'on peut améliorer l'inclusion. Quand on change des choses comme ça dans notre manière de faire, ça change la culture dans laquelle on est. Puis les gens vont se sentir beaucoup plus... il va y avoir un bien-être en général, les gens vont se sentir accueillis, puis ça va faire que tout le monde va pouvoir donner son meilleur, puis va pouvoir grandir au mieux dans nos expériences de recherche. Donc, c'est vraiment pour le bien de tout le monde. Puis tout le monde peut aider à changer cette culture-là. Il faudrait aussi s'assurer qu'on intervient même quand c'est quelqu'un qui est, disons, notre supérieur ou des choses comme ça. On peut toujours le faire d'une manière qui est agréable, puis mais pas laisser passer les choses parce que quelqu'un est en situation de pouvoir et tout ça. Puis après ça, ça revient que les personnes, qui sont en pouvoir ont aussi beaucoup à faire dans cet effort-là parce qu'en donnant l'exemple, bien, après ça, c'est beaucoup plus facile pour les gens qui sont, disons, étudiants, tout ça, de soulever ces problèmes-là quand ils voient que l'exemple est donné par leur leader, disons. Là, je voulais qu'on touche rapidement, là, avant de finir, la question des communautés autochtones. C'est tellement important dans le contexte de la recherche nordique que je vous invite vraiment à creuser ça plus en détail. Donc, il y a 3 webinaires qui ont été donnés qui sont d'intérêt à ce sujet-là, au sujet des réalités des peuples autochtones, de recherche en partenariat avec, de co-construction de recherche avec eux autres. Celui de Catherine Alexandra,
Marianne Falardeau qui a parlé aussi, Gwyneth et Alison. Je vous invite à aller sur le lien là, dans le site de l'INQ, sur la partie actualité. Vous pouvez aller tout réécouter ces webinaires-là, encore une fois, puis voir les notes qui ont été prises. À la fin de chacune de ces présentations-là, il y a plusieurs liens sur des lignes directrices, des rapports qui ont été faits, des groupes de recherche qui se sont penchés sur ces questions-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je vous invite vraiment à aller les écouter puis à cliquer sur les liens puis vous informer. On ne peut pas faire de la recherche en milieu nordique au Québec puis en Arctique sans se sensibiliser sur cette question-là assez en profondeur, selon moi. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas tellement touché à ça aujourd'hui parce que je pense que c'est un volet qui a vraiment besoin de toute son attention. Fait que je vous invite à aller visiter ces sites-là. On avait un commentaire sur le fait que des fois, oui, si on discute, mais disons, si on reprend l'autorité, on peut en subir les conséquences. C'est vrai qu'il y a un risque, puis je comprends des fois pourquoi certaines personnes ne le font pas. Fait qu'on essaie de créer un environnement où tout le monde se supporte dans la dénonciation, puis à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur. Si on laisse une personne seule lutter contre une oppression, bien là, il y a beaucoup plus de risques que cette personne-là ait des rétributions. Rapidement, voir comment on peut devenir un allié aux luttes autochtones. Là, il y a ce petit pamphlet-là qui a été fait par un groupe d'Autochtones de Montréal qui s'appelle La trousse d'outils pour les alliés aux luttes autochtones. C'est vraiment, vraiment super. C'est un petit dépliant de quelques pages. Je vous inviterai à aller voir ce petit feuillet-là, à l'imprimer, à le laisser traîner partout dans vos labos. C'est vraiment super. Ça montre d'abord comment se faire un petit peu d'introspection, à savoir pourquoi on veut contribuer à ces luttes-là. Puis ensuite, ça nous donne des pistes de comment on peut aider la lutte et tout ça. Donc, c'est vraiment super bien fait. Je vous invite à aller le lire aussi. Oui, ma petite flèche. Il y a d'autres groupes aussi qui adressent des groupes marginalisés, en particulier Pride in Polar Research, que vous connaissez peut-être, qui a une présence sur Twitter, Facebook ou un courriel que vous pouvez écrire, ils sont super actifs. Polar Impact, c'est un groupe qui a été fondé en 2019, fait que c'est tout nouveau, c'est pas super actif en ce moment, mais ça vient de commencer. C'est vraiment un groupe par et pour les minorités en sciences polaires, donc mais minorités. Ils ne sont pas toujours minorités, mais les personnes racisées, dans le fond. Et puis, eux autres sont surtout actifs sur Twitter, mais il y a une page Facebook qui est privée, un groupe privé que vous pouvez demander l'accès. Puis là, après ça reste, vu que c'est privé, bien, c'est un bon endroit pour raconter des expériences personnelles et se supporter. Là, donc, ça veut rester un groupe fermé dans ce cas-ci. Il y a aussi le groupe Puktutit de Inuit Women of Canada. Il y en a plein d'autres. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à m'écrire pour partager ça avec moi. Oups. Puis c'est ça, fait que je vous laisse mon courriel ici. N'hésitez pas à m'écrire si ces questions-là vous parlent, si vous avez des idées de matériel que vous pouvez me passer. Je suis toujours vraiment contente d'en recevoir. Puis ben, maintenant, je vous invite, là, toute personne qui aurait des questions, des commentaires, tout ça, vous pouvez partager soit avec votre microphone ou dans le chat. Là. Ça me ferait vraiment plaisir.